peut pas rentrer ou quoi? Si, tu peux rentrer, bah, on lui le canal. Mais il y a la barre là. Ah, c'est payant peut-être. Passons respectueux de 36 km. Je pense que perdu. Certains sont morts de suite au traitement du docteur de Pisla. Weiss et de Botte, SS flamands, y ont un jour tenu le pari suivant. Qui sera le premier à tuer un prisonnier le lendemain? Tribunal pour certains prisonniers. Un procès exceptionnel s'est tenu à Brendong, celui des 12 résistants du maquis de Sanzay. Ils ont été arrêtés suite à la disparition de 3 soldats allemands qui montaient la garde près d'un bombardier américain abattu dans la forêt. Ils ont comparu à Brendong devant le conseil de guerre en campagne de la force aérienne allemande. 25 février 1944, condamné à 14 heures, pendu à 18 heures. Buchenwald, Flossenburg, Banica Belgrade, Natzweiler, Mauthausen, Wucht, Theresienstadt, Auschwitz, Ravensbrück, Dora, Stutthof, Grossrosen, Auschwitz-Miu, Majdanku, Treblinka. Güzeller var. Orada çıkıyor, giremiyorsun. Ah, c'est où il tombe. Ha? C'est l'Orly là. Benim telefonda şey yapabilir misin? Yap. Şurayı aç, ben görmüyorum. En 1940, le fort comptait 3 cachots. Cellule obscure pour les soldats punis. Transformée en 6 cellules par les Allemands. La lumière du jour n'y pénètre pas. Les prisonniers y sont enfermés principalement par mesure disciplinaire. 17 février 1941,
le premier prisonnier y décède, Julius Nathan. Paul Lévy, dans son livre Le Défi, témoigne de la mort de son camarade Julius Nathan. Un vieux prisonnier amené la veille n'avait pas réussi à dormir. Asthmatique, il avait passé la nuit assis, éveillé. Julius Nathan paraissait épuisé. Il fut envoyé au travail. Avec peine, il poussait sa brouette. SS, Sentinelle et Zugführer l'avaient à l'œil. Au milieu de l'après-midi, à bout de force, il s'affala sur les brancards. Robler survint, l'empoigna par le collet et l'amena dans l'une des cellules. Le temps s'écoula. Sinistre. Enfin, le coup de sifflet de fin du travail retentit. Le rassemblement. Robler, ayant pris des présences, fit la présentation au lieutenant. Autant de détenus rassemblés. Un détenu, il hésita. Dans la cellule. C'est ainsi que le 17 février 1941, nous eûmes notre premier mort. Arrêté au hasard d'une rafle à Anvers, un nain, si humble, si timide, si prévenant, si inoffensif, si effacé. Comment habiller le bagnard Neumann? On raccourcit un pantalon dont le fond lui tombait sur les talons et on l'affubla d'une veste. Grotesque et rappelait les nains du cirque. Pensionnaire de la Zug 1, il passa sous la férule du bestial Obler. Dès leur arrivée, les nouveaux venus recevaient une instruction militaire à la prussienne. Mais comment Neumann aurait-il pu marcher au pas? Il reçut des gifles et lesquels, des coups de pied. Obler, pour montrer sa force, le prenait à bout de bras pour le jeter ensuite à terre. Son martyre, heureusement, ne fut pas long. Il ressemble à un singe, dit en ricanant le lieutenant passant près du petit cadavre. Ce fut la seule oraison funèbre d'Isaac Neumann. Ouvre le four, un petit peu. Au Kazan, je suis au Kazan. 1940-1941. C'est dans le bureau SS que les prisonniers sont inscrits. De citoyens à numéros. À gauche dans la salle, les SS allemands les plus importants. À droite, les SS flamands les plus connus de l'Aufanglager. Les SS allemands, 9 hommes en moyenne. Les SS flamands, de 8 à 10 à partir de septembre 1941. À côté d'eux, un peloton de garde de 12 hommes. Des SS flamands de la Wachgruppe de la Sicherheitsdienst, responsables de la surveillance des locaux de la SIPO SD et des camps SS tels que Brandung et la caserne Tossin à Malines. Ils portent un uniforme gris et sont coiffés d'un képi noir arborant une tête de mort. Un détachement de quelques 33 hommes de la Wehrmacht assiste les SS dans la surveillance du fort. En février 1944, les soldats de la Wehrmacht disparaissent. Ils seront remplacés par des SS roumains et hongrois. Là, c'est comme police militaire. « 13 juin 1941. Cet endroit est un grand tas de terre.
les prisonniers doivent déplacer cette couche de terre ici et sur le chantier à l'arrière du fort. Un travail épuisant et éreintant. 8 heures par jour, avec pour tout fond sonore les hurlements des gardes, le bruit sourd des coups de bâton sur les corps, les plaintes des victimes. Minés par la sous-alimentation, épuisés par le travail, parfois avec la violence comme coup de grâce. Une atmosphère menaçante. Aşağı doğru alayım. WC français. 2 petits bâtiments, 4 trous dans le sol. Totalement insuffisant. Un énorme tonneau d'environ 2,50 m de diamètre est installé. Quelques 12 hommes peuvent s'y rendre pendant un instant extrêmement court et sous les yeux de leur gardien. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans le local 19. Des carrément. Burası yandı burası. Tahtadan da burası. Walter Obler de Vienne. Un ouvrier calme et simple, aimant l'opéra. Socialiste et révolutionnaire juif, il a fui en Belgique après l'Anschluss. Walter Obler, numéro 30, arrivé le 4 octobre 1940. De prisonnier normal, il est devenu le cauchemar de ses codétenus. La direction du camp, évidemment antisémite, va jusqu'à le désigner, lui, un juif, comme chef de chambrée et surveillant de travail pour tous les prisonniers, qu'ils soient juifs ou non juifs. Il pratique les coups et blessures, voire le meurtre, et frappe à mort. 1943. La SS l'envoie à Auschwitz, puis à Mauthausen. 1945. Obler devient membre de l'association antifasciste des prisonniers des camps de concentration autrichiens. Mais ça ne lui sera d'aucune aide. 2 anciens prisonniers, Lévy et Hoffmann, retrouvent sa trace à Vienne. Arrêté et condamné lors du procès de Malines pour le meurtre de 10 personnes. 1947, exécuté. Die Unterbringung der Lagerinsassen in den Kasematten des Forts ist eng, aber erträglich. L'installation des résidents du camp dans les casemates du fort est exiguë, mais supportable. 22 septembre 1941, conclusion du rapport de la visite de l'administration militaire allemande à Brandung. 1941, 7 prisonniers originaires de Mons. Allongés sur nos paillasses, nous ne tardons pas à sentir que
tout est imprégné d'humidité. La voûte qui sert de plafond est perlée de gouttes d'eau que rejette le ciment. Le sac à paille sent la moisissure et les couvertures sont moites. 16 lits superposés de 2, puis plus tard de 3 niveaux. 32, puis 48 hommes. Quelques armoires murales, des étagères pour les ustensiles de table accrochés entre les lits. Un poêle et 2 vases de nuit. Le poêle peut être allumé certains soirs lorsque le temps est très froid. Table avec tabouret. C'est là que l'on mange le peu de nourriture disponible. Chambre sombre et humide. C'est ici que l'on rentre le soir après le travail, épuisé, et que l'on dort lorsque l'on arrive à trouver le sommeil. Certaines nuits, d'affreux hurlements s'élèvent de la chambre de torture. Ce ne sont pas les coups, ni les maigres rations dans nos assiettes, ou les travaux forcés. Ce sont les nuits. La nuit, on est envahi par le mal du pays, submergé par le chagrin. On entend son voisin sangloter, la tête enfouie dans sa paillasse pour étouffer ses pleurs. En vain. La nuit, on entend le hurlement des prisonniers dans la salle de torture et le rugissement des SS. Les membres de la résistance sont salement amochés. Le cœur rempli d'effroi. J'attends mon tour. Les SS arpentent les couloirs, tirent des coups de feu, nous empêchent de dormir. Parfois ils font irruption dans nos chambres, nous tirent hors des lits, nous laissent dans la cour pendant des heures, au milieu de la nuit, dans le froid et la pluie, jusqu'à ce qu'ils soient trop fatigués ou trop ivres pour nous brutaliser davantage. Épuisé, je m'allonge sur ma paillasse humide, en pensant à celui qui m'a trahi, reconnaissant d'avoir survécu à cette journée, effrayé à l'idée de ce que demain me réserve. C'est un samedi soir. Un bruit sourd se fait entendre à la porte. Elle s'ouvre sur 2 SS qui jettent un homme en sang dans notre chambre, le visage en lambeaux. Nous le déposons en douceur sur le lit pour le déshabiller. Aucune parcelle de son corps n'a été épargnée. Il est recouvert d'ecchymoses, de sang, de brûlures. Jamais auparavant nous n'avions vu quelqu'un qui avait été torturé de la sorte. On lui demande son nom, mais il lui est impossible de parler. Ça doit être quelqu'un d'important, mais nous ne voyons qu'une épave. Demain c'est dimanche, tu pourras te reposer, lui dit notre chef de chambre. Le lundi, tout le monde retourne au travail, y compris l'homme qui avait été brutalement tabassé. Nous devons le soutenir. Les SS le maltraitent toute la journée. Le lendemain, nous devons traîner l'homme dans la cour. Il doit tenir en équilibre sur un poteau pendant que les SS lui jettent des pierres jusqu'à ce qu'il tombe, encore et encore. Puis, il est reconduit dans la chambre, dans un piteux état.
Lorsque nous revenons le soir, après notre dure journée de travail, nous essayons d'être aussi tranquilles que possible. Et nous gardons tous un morceau de pain à lui donner à son réveil. Il meurt ce soir-là. 1 mois plus tard, la Belgique est libérée. Numéro 475. François van der Weken après 5 mois à Brendonk. 1er septembre 1942. Il est arrêté avec 38 autres postiers de Bruxelles 1. Ils atterrissent dans la chambrée 7. La chambrée de René Hermans, chef de chambre, délateur et bourreau. Au cours des mois qui ont suivi, 9 autres postiers ont été emprisonnés à Brendonk. Aucun facteur ne sortira d'ici. C'est en ces termes que Fernand Weiss s'adresse aux postiers. Ils ont refusé de collaborer avec la censure allemande. Ils ont intercepté des lettres de délation, contrôlé le courrier allemand et participé à la distribution de journaux clandestins. L'un d'entre eux a été fusillé, Paul Eugène Hermans. À cause des mauvais traitements qui leur seront infligés par Weiss et son comparse SS de Bott, 5 autres facteurs ne quitteront pas Brendonk vivants. Henri Thyssen, 39 ans. Jacques Bonneval, 42 ans. Pierre Crocart, 30 ans. Albert de Pont, 57 ans. Sébastien de Greef, 52 ans, mortellement frappé, supplie ses bourreaux de l'achever. Weiss et de Bott considèrent pour leur part qu'une balle d'1,85 franc est trop chère pour quelqu'un comme lui. Tous décédés en moins d'1 mois suite au mauvais traitement. 8 ont été déportés en Allemagne. Les autres ont été libérés. Le dernier en juin 1943. Ils étaient tous dans le même état que Van der Weken. L'hiver 1942-1943 est la période la plus noire de l'histoire de Lofangler. Die Arrestzellen, in denen sich ein Mensch gerade ohne anzustoßen aufhalten kann, sind ungenügend und allenfalls für Schwerverbrecher zu ertragen. Les cellules où on peut à peine se tenir debout sont juste bonnes pour les grands criminels. Selon un rapport de l'administration militaire allemande daté du 29 septembre 1941. Grands criminels. Pour la Sicherheitspolizei, prisonniers dangereux, prisonniers qui ne peuvent avoir aucun contact avec les autres, leur affaire est encore en cours. Les arrestants. Un séjour d'1 jour ou de plusieurs mois. Parfois à 2 dans la même cellule. Très tôt, un garde venait relever la planche de la cellule au moyen d'une poignée située à l'extérieur. Numéro 330, Robert Scriver, 20 ans. Il fallait se tenir debout, puisque la planche était relevée le jour, vers 6-7 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Donc il était strictement interdit de s'asseoir par terre, et non seulement de s'asseoir, mais même pas de s'appuyer contre un mur. Il fallait rester au milieu, sans rien toucher, les bras le long du corps au garde à vous. Talons joints, toute la journée. Faites l'expérience vous-même. Restez 1/4 d'heure, 20 minutes, debout, en position, sans tourner la tête, sans bouger, maintenant, dans la vie de tous les jours. Vous verrez que c'est intenable. Ouais. Sonra 1, 2. Bassam. 2 kere mi koyuyor yukarı? Şimdi çek böyle. 2 kere bas resmimi çek. 2 kere bassam. Tamam. Bak sen kontrol et ha. Oui, oui. Prisonnier. Bu taraf... İşkence odalı kapatıyor, göstermiyor. Ouais, mais işte...
Anam. C'est une école. Cassab pour la viande. 1943, Marguerite Paquet. Sous l'inculpation d'espionnage, j'ai été conduite au fort de Brindong. J'ai été interrogée 7 fois dans la chambre des tortures. Complètement nue, on me mettait des grosses menottes en fibre de bois derrière le dos. Une corde, passant dans une poulie attachée au plafond, se terminait par un nœud coulant. On le passait autour des menottes et par traction, j'étais soulevée de terre, puis battue avec une grande matraque de cuir. Mes instructeurs fumaient et éteignaient leurs cigarettes sur mon dos. Au cours de ces interrogatoires, j'ai eu les doigts écrasés dans une presse. Une autre fois, j'ai reçu des décharges électriques à l'aide d'un instrument terminé par des pointes. Quand j'avais une syncope, on me descendait et on me réanimait. Puis, on recommençait. En octobre 1943, Marguerite Paquet est détenue à la prison de Saint-Gilles. La santé déficiente, les doigts aplatis, couvertes de traces de coups et de cicatrices, délirant lors de ses accès de fièvre. Joseph Jossenek, l'infirmier allemand de la prison qui tente de soigner Marguerite. Ce sont ces cochons de Brendong qui l'ont mise dans cet état. Alors, Bu senin hemşerim bu baba.
Açıyor işte hepsi. N'est-ce pas, ou bien il fallait demander une autorisation, ou bien on s'en allait par l'autre, il y avait des prisonniers, n'est-ce pas, qui faisaient ça la nuit, n'est-ce pas, pour échapper, mais alors si bien que ceux qui vont le matin, ça dépendait, n'est-ce pas, il y avait de la santé, des expériments. Bye bye. Et voilà, c'est à l'intérieur de ça qu'on a regardé toutes les chambres. J'ai dit bye, mais quand j'ai vu ça à l'extérieur, je devais filmer. Et ben c'est là, à l'intérieur qu'on était. Quand avec les reportages que j'ai un peu filmés, les lits, les WC là, c'était tout ça, c'était à l'intérieur de ça. À Brendok, c'est à 22 km de Bruxelles. Voilà, c'est impressionnant, mais c'est triste, c'est la vie. Hein. Voilà, c'est ici. O kanalı açıyorlar işte, kanal bu.